Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Céline Dupuis. Céline, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors Céline, tu es, je pourrais même dire que tu es docteur en yogaologie, yogaologue si tu veux, ou en tout cas yoga thérapeute parce que tu as étudié le yoga, la pratique du yoga pendant 7 ans. Et je vais te laisser te présenter auprès de nos auditeurs parce qu'on va parler de cette pratique du yoga, de la thérapie par le yoga. Et également, je voudrais te remercier d'être ici parce que tu es également animatrice auprès de IDFM. Et donc ça, c'est aussi grâce à la technique, grâce à Philippe qui nous a introduit la possibilité d'être ensemble pour faire cette interview. Et c'est très intéressant de trouver qu'il y a d'autres thérapeutes qui font d'autres choses. Et donc, alors Céline, dans ta pratique du yoga, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous présenter c'est quoi le yoga? Qu'est-ce que ça amène? Pourquoi le yoga? On va en parler pendant toute l'heure, mais déjà, donc, je vais te proposer de te présenter et de dire un peu qui tu es, puisque auprès de mes auditeurs et auditrices, peut-être tu n'es pas connu encore. Ah, merci Shlomi de m'inviter sur ton émission. Avec plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis merci à Philippe donc de nous avoir permis de nous rencontrer. Le yoga, en fait, c'est permettre une rejonction entre le principe de conscience, le principe psychique et le principe ultime qui nous dépasse. Donc c'est vraiment une pratique très spirituelle. Et en fait, j'étais à l'époque chorégraphe et danseuse. Donc au niveau de la pratique physique, j'avais de quoi faire. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais ma mère était malade, gravement malade. En fait, elle avait perdu l'usage de ses reins. Et puis, moi, j'étais extrêmement fatiguée, épuisée, parce que j'avais en plus 2 petites filles. Donc, je travaillais beaucoup la nuit dans le milieu de la danse, c'est souvent le cas, pour les spectacles. Et puis, la nuit, mes enfants me réveillaient aussi, parce qu'elles étaient toutes petites. C'était tout ça il y a maintenant presque 13 ans. Et je me suis dit, au moins en yoga, on va me laisser dormir. Donc, je suis allée prendre quelques cours de yoga. Et là, par la respiration et puis par le fait de ralentir et de ressentir, j'ai d'un coup, dans un mouvement qu'on appelle Chakravaka Asana à 4 pattes, moi qui étais tout à fait athée, mais vraiment, il ne fallait pas me parler du bon Dieu ou je sais pas quoi, j'ai eu cette sensation d'inspirer la robe de Dieu. Et en expirant, il y avait un gris fumeux qui sortait de mes narines. Donc sur le coup, je me suis dit, ok, c'est bon, là t'es vraiment en burn-out. Et je suis allée voir le professeur et je lui ai expliqué ça. Et apparemment, le gris fumeux, c'est l'émanation du cœur. Et donc, très rapidement, j'ai rencontré Bernard Bouanchot, qui est le professeur de ce professeur, qui est devenu mon professeur, et Bernard Bouanchot de la Vini Yoga Fondation. Donc, à l'époque, c'était encore l'IFI, l'Institut français du yoga. Et ensuite, il a fondé la Vini Yoga Fondation, parce qu'ils étaient plus trop d'accord sur qui devait être le président, tout le truc, par rapport à qui était en première lignée de formation avec le grand maître Krishnamacharya. Bon, bref. Même chez les yogis, il y a tout ça. Et du coup, je suis rentrée en formation parce que je me suis dit, c'est extraordinaire, cette rejonction, ça a bouleversé ma vie, vraiment. Donc, je vais aller étudier tout ça. Puis en plus, je voulais aider ma mère parce que je ne comprenais pas, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il y ait une fatalité à la maladie. Je me disais, non, le corps parle. C'est forcément un cadeau. Il y a forcément quelque chose derrière de très intelligent. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'un manque d'intelligence, d'où que ce soit. Et c'est cette intelligence que je voulais rencontrer. Je me disais, dans la nature, tout est intelligent. Les géométries sont intelligentes. Tout est magnifiquement beau. Il n'y a pas de raison que là, d'un coup, ça soit une distorsion de cette beauté. La vie continue à jouer et la vie nous parle. Et j'avais besoin de comprendre. Et donc, c'est cette année d'études. Pourquoi 7 ans? Parce qu'en fait, on a besoin justement de laisser couler tout ce savoir. Parce que le mental va être bien nourri. Mais il a besoin d'être une interface avec l'intelligence qui aimait la pensée, qui aimait la parole et qui aimait l'acte. Mais pour ça, il faut que lui, il soit une bonne interface. Donc, on va le nourrir comme un ordinateur ou comme, voilà, on est à la radio. Donc, un poste de radio, il faut qu'il soit bon pour pouvoir transmettre. Sauf que le programme, c'est pas le poste de radio qui le fait. C'est toi qui le fais. C'est moi qui le fais. Et là, c'est pareil, cette intelligence-là que nous sommes tous, eh bien, c'est le programme radio. Et le mental, c'est l'objet
qui transmet l'émission de radio. Et le yoga, c'est pour permettre au mental de bien fonctionner. Au récepteur, le corps, le récepteur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on passe par le corps pour saisir l'être, pour saisir l'intelligence. Et entre les deux, il y a cette interface qui est le mental. Si le mental ne fonctionne pas bien, l'interface est caput, out, et du coup, la transmission se fait mal. Et la voie radicale, c'est Goethe qui l'a dit, pour saisir l'être, c'est le corps. C'est pour ça que souvent on passe par le corps. Mais pas que, tu as pu le vivre. Tout à l'heure, je t'ai donné une séance de yoga thérapie. La respiration, focaliser la pensée. C'est ça. De toute façon, la respiration, c'est le corps. C'est l'essentiel. Principalement, c'est le corps, c'est la vie. C'est par là que passe la vie. Et c'est vrai que dans toutes les pratiques que moi je fais également, en hypnose, on passe par la respiration, on passe par le fait de prendre conscience que l'on est vivant. C'est déjà la première chose, et c'est ce que tu as fait avec cette séance de yoga, qui pour moi était une première. Donc d'abord, je te remercie de cette expérience. Avec joie, Elle avec était immense joie. Très parlante pour moi, parce que ça m'a permis de respirer d'une autre manière, de prendre conscience qu'on peut respirer de différentes manières, et d'amener la respiration sur différents organes, sur différentes parties du corps, pour pouvoir justement amener cette pureté de l'air, de l'oxygène à l'intérieur de soi. Et ça, c'est déjà une grande chose, rien que quand on prend conscience de ça et qu'on le fait correctement. Tu as vraiment dit exactement ça. Je pourrais être professeur de yoga. Mais tellement, voilà, c'est l'essentiel. Tu sais, à la fin des 7 années de formation, le docteur Chandrasekharan, donc, qui s'occupe des 3 dernières années avec Bernard Bouanchot, donc il y a 2 professeurs. Bernard Bouanchot pour les 4 premières années, les 3 dernières avec le docteur Chandrasekharan, qui est un médecin allopathe. À la fin des 7 années, il dit « Yoga therapy is very simple ». Tu sais, avec la tête qui dandine comme ça. C'est ça, c'est vraiment simple. C'est-à-dire, où est-ce que tu veux l'effet ? Et du coup, quel mouvement on va faire pour aller chercher cet organe ou ce lieu-là? Quel souffle, en fait, on veut faire circuler? Et donc, quel outil on va utiliser pour avoir cet effet-là? C'est pour ça que je peux avoir des personnes qui ont exactement la même pathologie ou les mêmes symptômes. La pratique ne sera forcément pas la même. C'est ça, tout à fait. Oui, parce que je te dis, par exemple, j'avais une tendinite ou 2 d'ailleurs, et on a travaillé sur l'épaule et sur amener la respiration et des mouvements qui vont travailler sur cette tendinite-là. Mais à la fois, ça va aussi parler au mental, et pour pouvoir aussi développer et débloquer des choses mentalement qui vont avoir le parallèle avec le corps. Donc c'est à la fois, comme tu disais, physique, respiratoire, mais spirituel. Tellement. Très bien, très bien. Spirituel sans être une religion, parce qu'on peut être de n'importe quelle religion finalement. Tout à fait. On va se connecter, comme tu dis, à un être divin ou autre, selon chacun ses croyances. On peut l'appeler intelligence, comme ça met tout le monde d'accord. Oui, ou une intelligence suprême ou divine, de toutes les façons. En tout cas, il y a, comme tu le dis, dans la nature, des règles, et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas venu par hasard. Chez nous, on imagine par exemple un peintre qui aurait lancé un pot de peinture sur une toile, et puis soudainement ça devient la Joconde de Léonard de Vinci. Ben, c'est impossible, ce n'est pas possible, c'est pas un hasard. Donc quand on voit tout l'univers qui existe, ce n'est pas un hasard, tout est calculé en fait, tout est calculé, mais c'est à nous à suivre les règles de cette nature qui est là, et malheureusement on la suit pas. Oui, et en même temps, je trouve que ça fait partie du jeu, tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que la vie joue à vivre, et moi je trouve que tout est à sa place. Alors nous, évidemment, depuis notre point de vue humain, on va dire ça c'est bien, ça c'est mal, bon. On émet des jugements mais qui ne sont en fait des fausses croyances bien souvent. Oui, parce que pour autant, c'est de la vie. C'est de la vie, sa vie. Et quand tu veux faire de la muscu, par exemple, eh ben, tu vas pas mettre un petit crayon dans ta main pour faire les pompes des bras. Tu vas prendre un poids. Et pour s'éveiller, pour se réveiller, vraiment à se laisser être engendré par l'être, et ben je crois qu'il nous faut des bons petits, tu vois, coups de pied au cul. Et pour ça, ben, peut-être qu'en effet, il y a des personnes qui jouent ce rôle-là, à la noix, d'être ceux qui nous piquent pour que d'autres s'éveillent. Alors bon,
moi j'ai choisi mon camp, c'est peut-être le libre arbitre, il est là, et ça valait le coup de se prendre par la main, mais en effet, il a fallu retirer plein de voiles, plein de croyances. On dit en yoga qu'on retire les couches d'oignon, parce que finalement, l'être n'est que voilé, et c'est retirer des voiles, et c'est retirer des voiles. Il y a 15 ans, j'étais une boule de colère, et j'étais persuadée que tous les gens étaient en colère, parce qu'évidemment, je n'aimantais que des gens en colère. C'est ça. C'était un enfer, c'était un enfer à vivre. En fait, chez moi, je parle plutôt de d'écorce, oui. de retirer la pelure, un peu comme une orange. Il y a le cœur de l'orange à l'intérieur, mais elle est protégée, c'est vrai, par cette pelure-là. Elle est donc inaccessible, et il faut savoir retirer l'écorce pour arriver au cœur du fruit et au cœur de ce que l'on veut. Et malheureusement, beaucoup de gens ne retirent pas leur écorce. Ils restent avec leur pelure, ils restent avec leur bulle de protection, mais ils s'empêchent aussi d'aller vers d'autres ou d'aller à leur propre découverte. Oui, comme tu dis, c'est vraiment une bulle de protection. J'appelle ça aussi un système de défense, c'est-à-dire que toute personne qui attaque est en train de se défendre. Donc ça veut dire traverser des peurs, parce que toutes ces défenses, elles sont fabriquées par des peurs. Alors attention, hein, ces personnes qui attaquent peuvent devenir des tueurs, hein. Sauf que c'est des personnes qui ont peur. Toute personne qui tue quelqu'un d'autre, elle le fait par peur. Elle le fait parce qu'elle va commencer à reprocher quelque chose à l'autre, et qu'est-ce qu'elle lui reproche finalement? De ne pas découvrir l'amour en elle. Ce que tu dis, de ne pas avoir retiré l'écorce pour découvrir qu'elle n'est qu'amour. Nous ne sommes que ça, nous ne sommes qu'une intelligence remplie complète de paix, d'amour, de joie, de sérénité. Nous ne sommes que ça. C'est ça. Mais c'est en effet voilé, donc par une écorce, comme tu dis, parce que c'est bien de dire écorce, c'est dur. C'est dur à percer. Et c'est pour ça que le yoga demande de la persévérance, percer pour voir. Il faut percer cette écorce plus que bulle, parce que il faut y aller, traverser les peurs. J'ai peur, donc j'y vais. Maintenant, moi, c'est mon GPS. J'ai peur d'un truc, eh ben alors j'y vais. Bien sûr. C'est parfois pas évident. Alors, de temps en temps, quand j'ai vraiment trop peur, que je dis là, je peux pas y aller, je peux pas vraiment traverser cette peur-là, c'est trop. Je prends la peur par le fil, tu sais, et je débobine comme ça, ma pelote, pour essayer de voir c'était quoi le début. Alors, ça peut prendre plusieurs jours, et ça demande du courage, dans le sens de cœur en action, littéralement, parce que il faut aller au bout de la ficelle. Et des fois, sur le chemin, tu vois, tu dis... je vais arriver à quoi? Qu'est-ce que c'était le début de ça? Mais une fois que tu es arrivé au bout de ta ficelle, cette peur-là, elle dégage. Et souvent, c'est un truc bête en plus. Tu sais, quand on est petit, on peut avoir peur d'un truc débile. Une copine me racontait qu'elle avait peur des araignées, mais vraiment très très peur. Et tu sais ce elle avait tiré sur le fil de la bobine, elle avait vu une main hyper poilue. Alors là, elle s'est dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Le papa, tu sais, elle a commencé à se prendre la tronche, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, continue de tirer sur ton fil, va pas tirer des conclusions hâtives. Elle tire sur le fil, elle note, elle prend des notes, elle tire, elle essaye de remonter. Mais c'est ce que tu fais aussi en hypnose. Et là, elle arrive et elle voit le papa qui se lèche la main, et qui lui colle la main sur le visage en lui disant, t'as le bisou du poulpe. Et elle devait avoir 2 ou 3 ans. Ça lui foutait une trouille incroyable. Du coup, elle avait peur des araignées. Et de ce jour, plus peur du tout. Terminé. Très bien. Tout ça, tu l'as fait associé avec le yoga? Oui, parce que du coup, je me suis dit, en énergétique, il y a quelque chose à faire aussi, parce que le yoga, c'est un soin vent. Donc, on utilise le yoga et les principes du yoga qu'on modifie en thérapie pour pouvoir permettre à la personne qu'on a en face de nous de pouvoir calmer le mental et faire circuler le prana, l'énergie, l'intelligence. Mais c'est un soin vent, c'est-à-dire que le principe tutélaire des Asiatiques est le vent. D'ailleurs, souvent, pour les mimer, on fait ti comme ça. Ils sont très spirituels. Le principe tutélaire du peuple blanc, c'est le feu. Et donc notre alchimie à nous, elle se passe avec le creuset. Il faut que ça brûle, il faut que ça crame. D'ailleurs, on fout le feu partout où on va. Toutes les forêts crament. Et on se tape dans le dos et on s'engueule. On est comme ça. C'est notre principe tutélaire, c'est notre principe énergétique. Le peuple noir, lui, c'est l'eau. Et d'ailleurs, quand tu vas chez des personnes qui ont ce principe tutélaire, souvent ils t'offrent de l'eau. Il y a beaucoup de rituels avec l'eau. C'est très important, l'eau. Et d'ailleurs, il manque d'eau.
On a toujours le problème de notre principe tutélaire. Les Asiatiques ont des gros problèmes de pollution. Les Amérindiens, eux, leur principe tutélaire, le peuple rouge, c'est la terre. Et d'ailleurs, même dans leur danse, ils sont très terre. Et donc, ils ont des problèmes de terre, d'ailleurs. Et leur alchimie est avec les plantes. Avec les arbres, ils vont prendre de l'ayahuasca pour aller causer avec un arbre et tout ça. Et je me suis dit, voilà, c'est très bien, le yoga, il y a tout, il y a absolument tout, il n'y a rien à rajouter. Mais on peut peut-être donner un petit coup de pouce au peuple feu que nous sommes, en lissant d'abord les émotions, en secouant le tapis, si tu veux. Moi, je suis femme de ménage quantique. Tu secoues le tapis pour libérer de l'émotion, vider des sacs de sable et laisser repartir dans l'univers, qu'elle soit transmutée en lumière. Et ensuite, tu entretiens avec le yoga. Parce qu'on n'est pas très discipliné, hein, le peuple blanc. Va demander à quelqu'un de faire une pratique tous les jours de 20 minutes. Et moi, je suis pas une magicienne. À un moment donné, si on me dit, ah ouais, 5 minutes de yoga, c'est tout, bon, bah, t'as qu'à faire de la cohérence cardiaque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais à part ça, tu vois, je suis pas magicienne. Il faut peut-être me donner au moins un quart d'heure, 20 minutes de pratique tous les jours. C'est ça. Et là, quelque chose peut se passer. Mais cette persévérance, cette discipline, c'est-à-dire être le disciple de soi, la seule condition à la yoga thérapie, c'est de se prendre en charge et d'être acteur de sa santé. Oui, ça c'est le propre de toutes les thérapies, de se prendre en charge et d'agir, absolument. Après, quand tu définis peuple blanc, peuple noir, peuple rouge, etc., peut-être qu'on est un peu un mélange de tout ça, tous ensemble. On a un mélange de chacun, on a un peu de chacun des éléments, de eau, terre, feu, etc. Et puis, donc ça fait qu'on est à s'autodiscipliner, on doit s'autodiscipliner. Et donc, toi, tu travailles de cette manière-là en analysant exactement de quel type la personne est devant toi. En tout cas, c'est ce que tu as fait, parce que tu as carrément posé, bien sûr, c'est pas médical, mais un diagnostic très très impressionnant sur la personne, en l'occurrence c'était moi, sur ce que tu vois juste en prenant le pouls ou en analysant des mouvements, des postures du corps. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'impressionnant qui montre l'analyse profonde et spirituelle que tu as d'une personne quand quelqu'un vient te voir. Oui, alors c'est dû à l'expérience déjà, l'expérience de la vie, l'expérience d'avoir vu beaucoup d'élèves, évidemment, et aussi parce que je me laisse être traversée par cette intelligence qui m'impose, mais carrément qui m'impose une pratique pour la personne. Pour ça, ça m'a demandé aussi un certain lâcher-prise, c'est-à-dire de m'abandonner, de cesser de penser que j'étais à l'origine de mes actes et de surtout ne pas récupérer aussi le fruit. Tout le temps, les élèves, quand ils me disent « Oh là là, je vais mieux, mais tu es une magicienne », et je réponds « Non, c'est pas moi. C'est pas moi. » Et je montre le haut. C'est pas moi, c'est plus haut. Parce que ça s'impose. D'abord, c'est une preuve d'humilité, et puis ensuite de ça, on n'est pas le sauveur ni la sauveuse de qui que ce soit. C'est une posture très dangereuse de se penser comme ça, quoi. Ah, mais en plus, véritablement, là, c'est aussi un enseignement que m'a fait ma mère, c'est qu'on ne sauve personne. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas de demande, on ne peut rien faire. D'ailleurs, une dame qui va m'envoyer son mari en disant tu vas voir, moi ça m'a fait du bien, lui il y croit pas, oui. Et par contre il a très confiance dans son docteur. Je vais lui dire, je crois que je ne peux pas vous aider, mais le docteur peut vous aider parce que vous avez confiance dans votre docteur. J'ai besoin de la confiance de la personne, j'ai besoin qu'elle me fasse une demande. Bien sûr. Sinon il n'y a pas de lien. Très bien. Ben, on va déjà faire une demande de pause musicale pour maintenant et on va revenir tout de suite après. Merci beaucoup, Céline. Merci, Shlomi. Prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Céline Dupuis sur la yoga thérapie. Alors Céline, donc c'est très intéressant, on a parlé du yoga, on a parlé de la spiritualité, on a parlé de ce que ça pouvait apporter à la spiritualité même de la personne, aussi au physique, quand on a des maux physiques. Et bien justement, j'aimerais parler aussi un peu, sans rentrer dans le domaine médical, mais quand même de parler de troubles médicaux que l'on a dans le corps, qui peuvent être assez lourds, et de voir dans ton expérience ce que toi, tu as pu apporter, je
je ne veux pas dire le mot guérir, mais peut-être, en tout cas, soulager. Est-ce que quelqu'un qui aurait, par exemple, un syndrome de Crohn ou autre chose, ou est-ce que tu as déjà des expériences avec de telles pathologies ou d'autres choses? Est-ce que tu peux nous raconter ce que le yoga peut faire et comment toi, ta pratique, elle a été influencée et elle a pu changer des gens? Oui, tout à fait. Alors, rappelez que, évidemment, c'est une médecine. Enfin, c'est une pratique complémentaire aux médecines traditionnelles, qu'on soit bien d'accord, hein, sinon je pourrais être punie ici en France bien de sûr, ne pas le dire. C'est pour ça que je ne le dis pas, ce qu'on fait en vrai. Donc je dis que ça vient donc après le docteur, et puis de toute façon c'est le docteur qui a le dernier mot, bien entendu. Et moi je suis jamais revenue sur une décision du docteur, mais de toute façon beaucoup de docteurs m'envoient des patients qu'on n'appelle pas patients, du coup qu'on appelle élèves. Oui, par exemple, là, il me vient un exemple tout de suite, c'est spondylarthrite ankylosante. La personne, je l'ai au téléphone, elle me parle de spondylarthrite ankylosante et très vite, je lui dis donc, prenons un rendez-vous. Ah oui, mais moi, je suis débordée, je fais plein de choses. Alors, attends, peut-être tu peux expliquer ce que c'est la spondylarthrite ankylosante. Spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est les articulations qui s'ankylosent, en fait, c'est très douloureux, c'est extrêmement douloureux et la personne finit par être sclérosée dans son corps. Comme une sorte d'arthrose. Oui, une sorte d'arthrose générale. Et ça fait extrêmement mal et ça empêche la personne de sortir quelque part de sa gangue. Ça l'enferme. Ça l'empêche de vivre et de se mettre en mouvement. Évidemment, c'est des personnes qui veulent tout maîtriser, tout contrôler. Et j'adore parler de ça avec toi, Shlomi, puisque tu as fait là justement une vidéo sur le fait qu'on ne peut pas contrôler la vie, qu'il vaut mieux s'abandonner à l'intelligence du vivant. Et du coup, forcément, l'intelligence se met à très mal circuler dans le corps pour prévenir que le mouvement de la vie est altéré parce qu'il y a trop de pensées, donc c'est beaucoup de vent en plus, les pensées sont du vent, qui viennent souffler sur les articulations et donc les assèchent et empêchent la personne de se mettre en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'elle veut tout contrôler. Et quand je lui ai dit ça, c'est souvent des personnes maniaques, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit alors vous voulez tout contrôler, parce qu'elle me dit moi j'ai pas le temps, vous savez je suis très, très occupée, je suis très débordée, donc moi j'entends dans ma tête elle brasse du vent, pas dans le sens négatif, hein, dans le sens il y a beaucoup de vent dans sa tête, il va falloir ralentir la tête pour qu'il y ait moins de vent qui assèche toutes ses articulations. Pour cette personne-là, qui est unique au monde, hein, la capacité de mouvement était encore assez... il y a encore de la souplesse, il y a encore du mouvement. Il y a un élan vital qui me permet de bouger. Et en fait, je fais bouger tout ce qui bouge. Si ça bouge plus, on bouge par la pensée. J'ai personne tétraplégique. Hein. Du coup, on bouge par la pensée. Et dès que ça rebouge un peu, il y a un doigt qui bouge, on bouge un doigt. Tu vois, tout ce qui peut bouger, on va le mettre en mouvement. Et cette personne-là, déjà, je lui ai dit aussi de mettre de l'huile. Pourquoi ? Pour la ramener à la terre, pour qu'elle arrête d'être dans le vent, la ramener à la terre. Donc tu mets de l'huile de sésame, non torréfiée pour pas puer le cochon grillé, là où t'as mal. Pourquoi ? Parce que l'huile est remplie de lumière. L'huile permet une excellente circulation neurologique et de pratiquer les mouvements avec la respiration qui permet de ralentir et ressentir, d'être en contact avec maintenant, ce qui est maintenant. Donc de s'auto-masser aussi, c'est ça, se masser d'huile ou s'enduire d'huile oui. là où elle a mal. Voilà, c'est ça, s'enduire d'huile là où elle a mal. Et aussi faire un bain d'huile par semaine pour vraiment se ramener. Alors un bain d'huile, c'est pas tu te plonges dans un bain rempli d'huile. Oui, explique un peu parce que là, on va acheter beaucoup de bouteilles de beaucoup de litres d'huile de sésame. Moi aussi j'ai pensé ça quand le docteur Chandrasekharan nous disait l'huile c'est plus important que le yoga. C'est en fait tu mets de l'huile partout, sur ton visage, sur tes cheveux, sur tout le corps, sauf les voûtes plantaires pour ne pas glisser. Et de pratiquer ton yoga avec l'huile sur toi. Et ensuite, tu prends une bonne douche bien chaude pour retirer l'huile. Bien sûr. Et donc, dans la pratique que tu as faite, par rapport à cette problématique, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps? Quelle pratique tu as fait? Quel yoga? Voilà. Eh ben, en fait, cette dame-là, un peu comme toi, avait mal au niveau des cervicales surtout. C'était aussi plus les épaules. Pour moi, c'est le même souffle. Hein. C'est le souffle d'Udana. Donc, c'est un souffle de spiritualité, c'est-à-dire un souffle de rejonction avec ce que l'âme, en fait, le cœur a envie de vivre, d'être. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et la raison, des fois, nous dit « Ah non, tu vas pas le faire ». Mais l'âme, elle a envie de le vivre. Et donc, voilà, ça
coincé au niveau du cou. Donc on a surtout travaillé sur ça, le fait de remobiliser le haut du corps. Après qu'elle ait une spondylarthrite ou pas, ça me dit juste que c'est une personne qui a trop de vent dans la tête, mais pour moi c'est quel souffle est endommagé. Par exemple, une maladie de Crohn, c'est le souffle d'Apana, le souffle de la purification et de l'élimination qui est endommagé et qui circule mal, donc le ventre. Donc pour moi ça va être de travailler beaucoup sur l'expire, d'amener les poumons vides, de faire des fermetures de corps très douces. C'est pareil, ça fait très mal, la maladie de Crohn. Donc, de voir aussi si cette personne peut faire les mouvements que je lui propose. Sinon, on réduit le mouvement ou alors on l'augmente. Parce que ça dépend aussi de la capacité de mouvement de chacun. Par exemple, j'ai une personne là qui sort d'un burn-out qui m'a consulté. Alors, lui, c'est musclore et en plus, il a une capacité de mouvement incroyable. Il est d'une souplesse extraordinaire. Ça fait 15 ans qu'il fait du yoga. En attendant, il avait vraiment besoin de retrouver de l'élan vital. Donc, pour lui, c'est des pratiques. Donc, j'ai décidé qu'on irait jusqu'au grand écart. Des pratiques de grande ouverture de haut du corps, étirer le psoas, parce que c'est dans le psoas que viennent s'engrammer toutes les peurs. Donc il faut tirer la jambe vers l'arrière, ramener de l'inspiration, poumon plein, poumon plein, poumon plein, l'obliger à se concentrer sur une respiration très fluide, parce que comme il est capable de faire des mouvements incroyables, il avait du mal au début à comprendre que la respiration faisait le geste, que le plus important, c'était la respiration et que le geste venait dedans. Et qu'il ne fallait pas endommager la respiration pour pouvoir faire le geste. Et là, il est entré en harmonie, justement, avec cet infini en nous. Et ça guérit. Mais ça guérit. Tu parlais de guérir, oui, ça guérit tout. Ça guérit tout, cette rejonction-là. Oui, c'est extraordinaire, ça guérit parce que tu allies le mental et le physique en même temps. Et du coup, tu rejoins l'intelligence. C'est ça. Comment est-ce que tu peux comparer ça un peu avec la méditation, mais qui, elle, ne va pas toucher sur le physique, parce qu'elle va toucher plus le mental, le cœur, la respiration, mais pas dans le yoga, il y a aussi de la méditation. Oui, bien sûr. Alors, en fait, méditer, ça veut dire être dans un espace entre deux pensées. Tu peux très bien être dans un espace entre deux pensées alors que tu es en mouvement. C'est d'ailleurs tout, je trouve, la subtilité du travail de Krishnamacharya. Il a créé la yoga thérapie en mettant la respiration dans le mouvement, ce qui crée une méditation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ralentis, et que tu es hyper concentré sur là où tu dois mettre, par exemple, un point de concentration, le bord externe du pied de derrière, quand tu es dans la posture du héros, pour retrouver de l'élan vital, justement, de la force, et tu penses au bord externe du pied de derrière, et là, il n'y a plus de pensée. Et entre ces deux pensées, ça crée une faille qui permet à cette intelligence de circuler. Donc en fait, que tu médites en mouvement ou en as, c'est donc la posture d'être, c'est-à-dire en lotus, avec les fesses dans le sol, donc le Muladhara chakra dans le sol et érigé jusqu'au chakra racine. Bon, mais tout le monde ne peut pas le faire, cette posture-là. Et alors, ces gens-là sont condamnés à ne pas méditer? Non, pas du tout. Évidemment que là, si tu peux, donc on va étirer le corps dans tous les sens pour pouvoir faire cette posture divine. Parce qu'en effet, là, cette rejonction avec l'être qui te traverse dans toute ta colonne vertébrale et qui énergétise tous tes chakras et jusqu'à la terre, évidemment. Donc, tu as tous les ressentis qui plongent dans la terre, tu as toutes les pensées qui montent au ciel. Magnifique, extraordinaire. Qui, en France, peut être avec les jambes nouées, le Muladhara chakra dans la terre, rester comme ça pendant 40 minutes avec cette sensation de respirer tellement lentement que tu respires plus et que tu es entre deux pensées? Mais personne. Donc en fait, du coup, c'est une méditation en mouvement. Non, même pas, tu rigoles. Je suis une maman, j'ai plein de problèmes comme tout le monde. Je suis dans le yoga de l'action, moi. D'accord. En tout cas, ça permet une chose très importante, c'est, comme tu disais dans cette personne, et je crois que la plupart des gens qui ont ce genre de problème, c'est des gens qui ne veulent pas lâcher prise, qui pensent qu'ils peuvent rester en contrôle de tout. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours stressés et angoissés et bloqués parce qu'on ne peut pas maîtriser tout. Mais en faisant ces postures de yoga,
on est obligé de lâcher prise parce qu'on est obligé de se concentrer sur la posture. Je l'ai bien vu, moi je lâche prise tout le temps, mais même en étant quelqu'un qui lâche prise, on est obligé de ne plus penser à rien qu'à faire le mouvement correctement. Donc quand on est concentré sur le mouvement, on n'est plus concentré sur son problème et on se libère totalement du problème. En hypnose, on appelle ça donner un os à ronger au chien quand on veut aller voler la maison. Donc on va donner au conscient son os à ronger et puis on va accéder à l'inconscient. Ben c'est ici, c'est cette intelligence-là que tu peux permettre d'inviter chez toi finalement. Oui, nous en sanskrit on appelle ça un yukti, c'est-à-dire une ruse. Oui, c'est ça. Les yoga thérapeutes sont des rusés pas possibles, c'est-à-dire qu'ils détournent le mental et l'emmènent à quelque part, ils l'obligent à se concentrer sur quelque chose. Pendant ce temps-là, le prana, donc l'énergie, circule et va réparer tous les petits trucs. Tu vois, tu parlais d'acceptation par exemple. Pour une personne qui a vraiment beaucoup de mal à accepter, à avaler la pilule d'un truc, je sais pas, un divorce, un licenciement, oui, que sais-je. Toute épreuve de vie, soit on l'accepte, soit on est dans le déni, et puis si on est dans le déni, ben ça va bloquer. Exactement. C'est tout. Tu vas t'accrocher comme une algue à son rocher, puis là, tu as le torrent qui déboule. Alors forcément, ça secoue. Hein. Et donc, en fait, il faut tordre le corps pour ce qui est de l'acceptation, pour accéder à ces organes d'assimilation dans une respiration équilibrée, ce qu'en France, on appelle la cohérence cardiaque. En sanskrit, c'est un samavriti. On l'utilise depuis Je vois que tu as le bon accent en plus. T'as vu un peu? Ouais, extraordinaire. Donc oui, c'est très important, par exemple, pour une personne qui a du mal à se remettre en mouvement, de faire circuler l'eau en elle, donc de beaucoup étirer le corps. En fait, il y a 5 souffles. Il y a un souffle qui est l'élan vital. Là, on ouvre le corps. Beaucoup d'inspire longue, poumon plein. Ensuite, tu as un souffle, comme on disait tout à l'heure, par exemple, pour la maladie de Crohn, qui est le souffle de l'élimination. Fermeture de corps, expire, poumon vide. Donc toutes les postures qu'on peut utiliser pour fermer le corps, soit les jambes vers le tronc ou le tronc vers les jambes, dans une expire longue, profonde, subtile et fluide, rester poumon vide pour glisser dans ce vide. C'est des gens qui n'arrivent pas à aller dans le vide, qui ont peur de lâcher leur conviction, quoi. Ensuite, tu vas avoir le souffle de l'eau, justement, cette mise en mouvement. Donc là, il faut étirer le corps, mettre de l'huile, beaucoup d'huile. Tu vas avoir ce souffle, justement, de la spiritualité du haut du corps à partir des clavicules jusque plus haut. Souvent, les gens me consultent parce qu'ils ont des acouphènes, par exemple. Mais ils n'ont pas subi de traumatisme au niveau des oreilles. Hein. Oui, les acouphènes, il n'y a pas de traumatisme. Oui. Voilà, c'est souvent quand ils font le bilan de leur vie, par exemple. Donc là, on va faire travailler le haut du corps. Et puis, donc, ce souffle de samana qui est le souffle de l'acceptation et donc du lâcher prise. Tu peux pas lâcher prise sur quelque chose que tu n'as pas accepté. C'est impossible. Exactement. Tu peux pas non plus éliminer quelque chose que tu n'as pas trié. Tout à fait. Donc c'est les torsions et avec une respiration équilibrée, inspire égale expire, même plus que ça encore, inspire égale poumon plein égale expire égale poumon vide. Ça demande énormément de concentration. C'est ça. Et juste, je voudrais rebondir sur les acouphènes. Quelle est ton expérience avec les acouphènes ? Alors moi, personnellement... Est-ce que tu as eu des élèves, des gens qui sont venus te voir pour les acouphènes ? Oui, et puis en plus, ce qui est terrible, c'est que la médecine, ne trouvant pas comment les aider, en fait, ils disent aux personnes, faudra vivre avec. Mais c'est juste insupportable à entendre, hein, ça. Donc là, par exemple, il y avait une dame qui supportait ça depuis 17 ans. Donc elle avait mal au ventre. Alors, je sais pas ce qui s'est passé il y a 17 ans et je n'ai pas besoin de le demander. Je ne suis pas psy et je m'en fous en plus. Parce que ça, moi, je vois juste le souffle qui circule pas, à quel endroit et donc quel souffle est endommagé sur les 5. Donc cette dame-là avait mal au ventre. Ok, je comprends que le souffle d'apana, de l'élimination, de la purification circule mal. Et elle a des acouphènes. Ok, je vérifie comment elle bouge, jusqu'où elle peut bouger, qu'est-ce qu'elle peut faire. Je vois avec elle aussi quel est un peu son caractère, qu'est-ce qui va l'amuser dans la pratique, est-ce qu'elle a du temps à donner au yoga, parce qu'il faut que je négocie aussi avec les élèves pour que ce soit une pratique le plus régulière possible. Certains élèves me disent, moi je veux 1h45 de pratique, ok super, et puis d'autres 10 minutes. Cette dame-là avait 10 minutes, et elle m'annonce 10 minutes pour régler le problème des acouphènes et régler le problème des maux de ventre. Oui. Et ben elle a pratiqué pendant 3 mois, mais par contre tous les jours qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle pratiquait, qui est anniversaire du petit, qui est mariage de la grand-mère, elle pratiquait. Mais c'est peut-être l'inverse, non ? Mariage de la grand-mère, ça marche pas en fait. Mais qui sait, va savoir. Anniversaire de la grand-mère.
Et ben, en 3 mois, elle avait plus rien. Mais ça, on peut le devoir qu'à elle. Hein. Moi, si la personne ne pratique pas, il ne se passe rien. C'est ça, tout à fait. Il se passe rien. J'ai pas de médicaments, j'ai pas de piqûres. Si la personne ne pratique pas, il se passe rien. Par contre, ça vaut le coup d'essayer. Absolument. Mais je crois que je vais t'envoyer quelques personnes parce que merci. Ça vaut bien sûr, évidemment. Pourquoi je te pose des questions? Parce que j'ai des personnes comme ça qui viennent. Alors on fait avec l'hypnose, on fait avec la cohérence cardiaque. Ça fonctionne parfois et ça fonctionne parfois moins bien. Et ça dépend aussi des pratiques qu'elles vont faire. Ça dépend de combien de temps elles vont. Ben, c'est tout, c'est comme ça. La cohérence cardiaque, c'est vital, c'est la vie de respirer. Et rien que prendre ces 5 ou 10 minutes par jour, et ils le font pas. Donc je leur dis, mais c'est dommage. Donc de ne pas se prendre en main. Et là, c'est sans médicaments, sans devoir tout ça. Et sans effet secondaire. Et sans effet secondaire, exactement. On peut avoir le seul effet secondaire, c'est d'aller mieux. Et peut-être qu'on va faire ensemble du yoga hypnose ou de l'hypno-yoga. Ouais. Ça serait sympa d'allier les deux pour faire... Mais oui, parce que l'hypnose, en fait, c'est de la méditation. Pas pour rentrer dans le débat, mais ça va aller plus profondément que la méditation, parce que ça va être de la méditation, si tu veux, thérapeutique. Oui. Parce que la méditation tout court, ça va être juste, je vais penser à quelque chose ou être en d'autres pensées, me concentrer sur quelque chose et c'est tout, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas thérapeutique, je vais pas guérir quelque chose, sauf si je mets à méditer de guérir d'un mal, ça oui. Et ça devient de l'auto-hypnose, si tu veux. Mais voilà, donc c'est super intéressant et ça me donne beaucoup de bonnes idées extraordinaires qu'on va mettre en musique, justement, par une pause musicale. Formidable. Prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Céline Dupuis, yoga thérapeute. Et justement, donc, on parlait de thérapie, de guérison carrément, de lâcher prise aussi. On a fait une petite expérience de lâcher prise et c'est intéressant cette histoire de lâcher prise parce que je me rends compte que finalement les gens s'accrochent toujours à quelque chose. Un peu, j'aime bien comparer ça à un oiseau. On peut imaginer un énorme faucon et qui ne vole pas parce que il reste accroché à sa branche et il a peur de voler. Et il suffit des fois de couper la branche, et quand on coupe la branche, l'oiseau est obligé de prendre son envol et finalement de se libérer et de faire pourquoi il est fait, sa mission est de voler. Et donc les gens malheureusement s'accrochent à des branches mortes, et elles ne se permettent pas de vivre et de prendre leur envol. Et ça, c'est dommage. Oui, mais c'est vrai que c'est souvent engrammé au cœur même des cellules. Hein. Ce corps est rempli de peur. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais d'inconscience, c'est vraiment ça. Des fois même, on reçoit énergétiquement, sans même en avoir conscience, des parts de croyances des anciens. Et qui sont là, qui sont énergétiquement là. Et du coup, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que, avec moi, il y a toujours des problèmes d'argent, par exemple. Oui. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai fait du développement personnel. J'ai lu tous les bouquins. J'ai fait le machin sur l'abondance. Ça continue. Peut-être, en effet, ça vaut le coup de travailler en hypnose ou de travailler en protocole énergétique. Il y a plein de techniques pour libérer cette énergie-là qui ne nous appartient pas et qui souvent est due à l'épreuve d'un ancêtre et pas notre épreuve. Oui. Et de libérer ça et puis de dire à cette personne, je te libère et je me libère, comme le dit si bien Natacha Calestrémé. Et je récupère aussi mon énergie et je te rends la tienne. Ça vaut le coup aussi de faire ces protocoles énergétiques, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup d'épigénétique là-dedans, on en parle beaucoup, on en a déjà parlé dans cette émission de radio, et où on récupère les traumas des grands-parents, des parents, des arrière-grands-parents, et puis on s'imagine que c'est l'héritage familial. Il faut être comme ça. Oui, il faut être comme ça, puis fidèle. Hein. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça, exactement. Voilà, on est tous des obèses, ou on est tous des peureux, c'est comme ça, c'est l'héritage familial. Alors oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais tu peux changer. Mais oui, tu vois, si je reviens par exemple à la yoga thérapie, et tu me fais penser à un jeune homme qui avait un hallux valgus, et qui... Alors on va
traduire en français. Pardon. Le latin, pas tout le monde parle. C'est quand le gros orteil glisse vers l'intérieur et c'est dû en fait à un affaissement des voûtes plantaires. Et comme le corps est très intelligent, lui il est très intelligent, le mental beaucoup moins puisqu'il est rempli de peur. Mais il a des capacités extraordinaires, mais il est rempli de peur. Le corps lui il est très intelligent et va donc fabriquer de la matière, fabriquer une bosse pour éviter que la personne tombe. C'est tout bête. Exactement, ouais. Et donc, cette personne, ce jeune homme me dit, moi, je peux pas... j'ai ça, c'est familial, voilà, c'est ça. J'ai ça, c'est familial, c'est comme ça. Alors, je lui dis, mais tu peux corriger ça, moi aussi, hein, j'ai les pieds plats, comme ma mère, mais tu peux corriger si tu veux en pratiquant le yoga, la yoga thérapie avec, voilà, je peux te donner des mouvements à faire avec des respirations, des concentrations du mental et puis tu peux redresser ton pouce et puis remettre le pouce dans l'axe et je suis une preuve vivante. On voit bien que l'allus valgus est là, mais mon pouce est dans l'axe et surtout je me chausse correctement, je marche normalement. Et il me regarde et me dit, non, je viens de te dire que c'est familial. Oui, c'est héréditaire, donc je peux rien changer. Je peux rien changer. Mais si, mes 2 parents étaient hyper tendus, par exemple. Donc j'étais surveillée comme de l'huile sur le feu par mon médecin, que je peux citer, le docteur Merschken, que j'adore. Et je le dis parce qu'en fait, il est adorable et il m'envoie plein d'élèves en plus. Et donc à Champagne-sur-Oise. Et quand il a vu que je faisais du yoga, terminé. Il m'a dit, c'est bon, plus besoin de vérifier la tension, tout ira très bien. Et en effet, tout va très très bien. Je suis jamais hyper tendue. Alors que mes 2 parents l'étaient. Exactement. Mais parce qu'il suffit de respirer, de se lâcher, de se laisser aller. Et puis d'avoir confiance. C'est ça. Je crois que en sanskrit, c'est Shraddha. Sans la confiance, en fait, je pense pas qu'on puisse aller bien. Mais la confiance dans la vie. La confiance dans la vie. Ne jamais juger que quelque chose n'est pas à sa place ou que ça devrait pas être comme ça. Oui, la confiance en soi aussi, surtout. Ben oui. Parce qu'on est totalement tributaire de sa propre confiance en soi, de son estime de soi. Ça fait d'ailleurs partie des 80% des personnes qui viennent me voir, c'est ça. Ben oui. C'est la confiance en soi et tout est bloqué. Parce qu'ils ne croient pas en eux, ils n'ont pas foi en eux. Et c'est ça, là, c'est la confiance, c'est se fier à soi et être assez, se savoir capable, parce qu'on est tous capables. Et c'est tout juste un blocage dans la tête, en fait. Mais oui, puis tu vois, j'aime bien dire que ça, c'est Denis Marquet qui le dit magnifiquement bien, que nous sommes comme un petit bout d'un vitrail dans une église. La lumière traverse ce vitrail et nous sommes tous un petit bout du vitrail. S'il n'y avait pas ce petit bout-là, la lumière dans l'église, elle n'est pas la même. Donc, c'est évidemment la même lumière qui traverse tous les vitraux. On est bien d'accord, c'est la même lumière. C'est pour ça que je parle d'intelligence suprême qui nous dépasse, qui traverse l'unique que chacun est. Bien sûr. Et ouais. C'est nécessaire qu'il y ait le petit bout bleu, le petit bout noir, le petit bout vert, le petit bout rouge, le petit bout transparent. Et chacun est unique. C'est comme les fleurs. Et moi, dans mon jardin, j'ai vu un pissenlit. Il voulait se prendre pour une rose. Parce qu'il avait décrété que pissenlit, c'était pas bien. Alors, je suis allée lui causer, tu vois. Je lui ai fait, écoute, tu sais quoi, je crois que pissenlit, c'est très bien. Je sais pas pourquoi tu trouves que pissenlit, c'est pas bien. Ouais, mais rose, quand même, c'est vachement plus beau. En plus, ça sent meilleur. Qui c'est qui a dit ça? Ah bah si, ils l'ont écrit dans les journaux quand même. Hein. Rose, c'est vachement bien. Alors la tulipe a dit, c'est vrai que longtemps j'ai voulu être une rose aussi. Bon, je trouve que tulipe c'est bien. Ah ouais, mais tulipe c'est déjà vraiment bien. Et pissenlit c'est vraiment très bien. Tu sais, je crois que t'as vraiment ta place en fait en tant que pissenlit. C'est parfait pissenlit quoi. Tu vois le truc? Oui. C'est une belle image, non? C'est une très belle image, tout à fait. Tout est à sa bonne place, alors t'as toujours un pissenlit qui voudrait être une rose. Je vois pas pourquoi. Parce que les gens, malheureusement, se comparent aux autres. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient uniques, donc c'est incomparable. Et ça fait partie un peu... Et il y a aussi beaucoup de jalousie, quelque part, en pensant que un tel ou une telle a plus que moi, et moi j'aurais dû avoir ça, et j'aurais dû mériter, je mériterais d'avoir ça et ça. Et quand on est dans ce je mérite mais je n'ai pas, eh ben on n'est que dans de la frustration et dans de la comparaison malsaine, et donc on est automatiquement frustré de la vie. C'est une prison. Ah oui, c'est une prison. C'est une prison. C'est une prison qu'on s'est
auto-construites. Et je leur dis, vous vous êtes construit des murs de prison, vous êtes votre propre prisonnier. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la clé. Oui. Oui, parce que vous avez construit votre prison, donc vous êtes votre geôlier aussi. Vous pouvez vous libérer vous-même de votre auto-prison. En goûtant le fait que d'abord et avant tout, nous sommes. Le fait d'être. C'est ça. Le fait d'être. Je suis. Cela suffit. Je suis. Et du coup, je fais à partir de qui je suis. Exactement. Alors que la beaucoup. Connaissance de soi. Mais oui, beaucoup s'identifient. Je suis ce que je fais. Je suis ce que je possède. Je suis ce que je possède. Je suis riche, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque, donc je suis quelqu'un de riche. Mais c'est pas ça. C'est pas la personne. Quand tu te mets à poser tes actions à partir de ce que tu es, mais en essence, qui nous sommes, mais tu sors de l'envie. Les personnes envieuses souffrent le martyre. Tu sors de ça. Exactement. Et dans la pratique donc du yoga, pour un objectif, un problème à régler, typiquement, alors je sais que c'est pas, mais je pose quand même la question, je sais que c'est pas facile de répondre. Combien de temps, par exemple, pour quelqu'un qui viendrait pour un manque de confiance en lui, ou quelqu'un qui s'accroche, qui est phobique, ou qui a des peurs, combien de temps il faut pratiquer pour sortir de ça ? Alors, c'est génial que tu aies dit que c'est difficile de répondre à ça, parce qu'en effet, ça dépend des gens. Évidemment. Là, par exemple, la personne qui m'a consultée dernièrement pour la spondylarthrite, j'ai senti qu'il fallait que je sois près d'elle et qu'elle vienne toutes les semaines, parce elle est en train de sortir de ses peurs et qu'elle a besoin d'avoir son professeur pas loin pendant encore un certain temps. D'autres personnes, au contraire, vont être très autonomes, vont pratiquer chez eux très régulièrement, n'ont pas besoin que je sois sur leur dos toutes les 5 minutes, et je peux ne pas les voir pendant 6 mois. Maintenant, moi j'ai envie de dire, le yoga, c'est tous les jours. Tous les jours. Comme on se douche, comme on se lave les dents. Exactement. Alors il y a des gens qui me disent, ouais, ça me plaît pas. Bah alors trouve une autre pratique, mais de toute façon, moi, me laver les dents, et des fois ça me saoule, hein. Je suis comme tout le monde. Des fois j'ai envie de faire mon ado et puis rester crade. Mais après, c'est toi qui vois, quoi. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est prendre ce temps pour soi, comme tu as dit, un minimum de 15 à 20 minutes. Pour se nettoyer, pour se purifier, pour faire circuler le souffle, oui, c'est un minimum, et je trouve ça, c'est pas trop demandé, je trouve. Mais tu sais, nos enfants, ils nous diront, quoi, vous méditiez pas ? Ah, quoi, vous faisiez pas de sport ? Ben, ils nous diront ça, tu sais. Ah, je sais pas s'ils diront ça, parce qu'avec les smartphones aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, c'est nous qui leur disons ça. Moi, j'aime beaucoup une phrase du docteur Joe Dispenza, je sais pas si tu le connais, c'est un médecin américain extraordinaire, et qui dit tous les jours, il dit, moi, je dis à mon corps, je parle à mon corps, et je lui dis, bien, viens, assieds-toi un peu ici maintenant, et repose-toi. Il parle à son corps, et tu peux parler à des organes, tu peux parler à ta main, tu peux parler à ton foie, tu peux parler à ta jambe, tu peux parler à ta tête, tu peux parler à ton cerveau. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut parler à ces parties de soi et prendre soin d'elles, parce que finalement, le corps, c'est le véhicule de l'esprit. C'est ça qui va te permettre d'aller là où tu veux. Mais si tu empoisonnes et tu intoxiques ton corps, tu peux plus aller, tu peux bouger, tu peux plus bouger. Mais oui. T'es paralysé. Et tu sais, c'est Einstein qui disait, qui avait prouvé que là où la pensée va, l'énergie va. C'est exactement ce que tu viens de dire. Quand tu penses à ta main, l'énergie va dans ta main. Exactement. Et donc tu la guéris forcément, parce que l'énergie véhicule, la pensée véhicule de l'énergie. Tout à fait. Cette intelligence dont on parle depuis tout à l'heure. Absolument. Et quand cette intelligence, elle arrive là où on veut, eh bien, elle soigne tout. Alors nous, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Céline, si, mais je te réinviterai. Moi aussi, je t'inviterai sur mon émission. Avec plaisir. Alors écoute, où est-ce qu'on peut te joindre si les gens veulent te joindre ou t'appeler et prendre rendez-vous avec toi ? Ah merci. Alors mon site internet, c'est yogathérapie au singulier _latrame latrame.com. Je peux donner mon numéro de téléphone. Bien sûr. 06 81 40 44 86. Et puis, je vous invite à venir aussi nous retrouver tous les premiers lundis de chaque mois à 13h sur IDFM pour mon émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Très bien, waouh. Bon, alors moi aussi je vais faire la pub pour mon émission qui a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois à 13h. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube également, sur ma chaîne YouTube. Je remercie Philippe à la technique. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cette belle émission.